Oui, et puis magnifique parce que, bon, je vais revenir un peu plus sur différents éléments, mais sans faire trop long, mais globalement, je valide. C'est-à-dire que vous mettez le doigt sur beaucoup de points essentiels et qui sont tout à fait justes. Heu, Pourquoi c'est important de travailler comme ça? Je retiendrai deux raisons principales. La première en tant que chercheur, c'est qu'on a besoin de résultats à l'exploitation. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je l'évoque aussi dans la tribune que j'ai écrit pour vous. Ce qui se fait en station de recherche n'est pas du tout équivalent à ce qui se fait en exploitation agricole. Et lorsqu'on fait la confusion, en tout cas nous chercheurs, de faire des expérimentations en station, puis après dire donc l'agriculture, etc., en général, on va produire d'énormes erreurs. C'est très complémentaire parce qu'on va étudier des mécanismes, mais on a pas mal de résultats qui montrent que ça n'est pas du tout la même chose. Et c'est souligné depuis longtemps, mais l'erreur est également souvent produite. Et comme ça vient des chercheurs, ensuite, ça a une énorme influence sur les décideurs. Donc, c'est très, très important d'avoir, je ne vais pas faire plus long là-dessus, mais très important d'avoir des résultats en exploitation agricole. Et puis, l'autre importance, ça a été très bien évoqué, ce sont là aussi les agriculteurs qui inventent. Ils inventent et ils ont besoin de partager. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous, la recherche, on va au mieux, on va suivre, on va voilà, soutenir, aider à hiérarchiser, aider à objectiver, démêler le bon grain de livret de temps en temps. Mais l'invention, on court derrière vous, quoi. Donc là, c'est très important que vous puissiez le faire et partager cette expérience parce que ceux qui n'ont pas ce partage, ben, ils vont vite se ramasser, jeunes ou moins jeunes. Et parce que, et ça c'est une composante vraiment essentielle, autant les généralités sur ce qu'il faut mettre en œuvre, on est capable d'assez bien les décrire, autant ça va se décliner sur le terrain en solutions locales. Parce que les problèmes vont être locaux, spécifiques, que ce soit des pathogènes, que ce soit des contrôles d'adventice, que ce soit un comportement du sol par rapport à la matière organique. Et donc, il va falloir, bien sûr, sur une base qu'on commence à bien maîtriser, mais il va falloir les adapter localement. Là, les pionniers sont essentiels. Ceux qui sont passés devant, dès qu'il y a des retours d'expérience, on voit que ça va beaucoup plus vite. Je ne vais pas faire peut-être trop long, je ne vais pas vous m'arrêter, j'ai peut-être un ou deux commentaires aussi. Sur l'ordre des leviers, bah, je crois qu'on commence à bien les connaître. On pourra peut-être en reparler, ou il y aura d'autres occasions dans le futur, mais il y a pas mal d'expériences qui ressemblent à la vôtre ici, qu'on conduit en Suisse, sur lequel en tout cas on hiérarchise bien. Là, pour une fois, la littérature, je crois, aussi nous aide. Sur les services écosystémiques, bah, vous avez raison de vouloir les objectiver, mais on le sait. Ça, c'est un savoir absolument très clair. C'est-à-dire que toutes les fonctions des sols, tout ce qu'elles vont apporter en termes de tout ce qu'ils vont apporter en termes de services sont proportionnels en surface du sol à la teneur en matière organique. Donc là, c'est absolument essentiel. Donc, on sait stocker, oui, je confirme. Alors ça, on sait comment faire. On pourra éventuellement en parler un petit peu plus, mais on a en exploitation agricole des résultats. Attention tout de même, ça va être à portée d'un agroécosystème à l'autre et tous n'ouvriront pas la porte aussi largement. Processus de monitoring aussi, ça c'est très important. Le lien entre le monitoring, l'agriculteur et la structure d'encadrement. Voilà. Le seul point qui m'a un petit peu plus surpris, c'est les aspects blocage liés aux questions de forme de la matière organique. Là, je serais content d'y voir de plus près parce que ça peut être des choses très, très spécifiques. Euh, bon, je soupçonnerais en premier lieu tout ce qui est sol carbonaté, mais enfin, c'est un petit peu plus étonnant parce on peut aussi considérablement accroître, lorsqu'on a suffisamment accru les teneurs en matière organique, accroître justement la disponibilité par minéralisation des éléments. Mais évidemment, cette dynamique de minéralisation n'a pas le tempo dans le temps de la culture. Donc, c'est là où il faut travailler plus fin. Mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Je dirais que c'est question et les retours qu'ils ont. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Alors, vous parliez des essais que vous meniez vous aussi en Suisse. Donc, voilà, comment ça se passe, vous, les essais que vous menez? Quels indicateurs vous retenez? Est-ce que vous travaillez de façon complètement différente de ce qui a été fait là dans Dicasol? Eh bien, la première chose, c'est qu'on ne mène pas d'essais. On travaille avec des réseaux d'agriculteurs, voilà, quelques centaines dans différentes écorégions. Un peu de cette façon-là, si ce n'est qu'effectivement, par contre, on est, nous, déjà branchés au niveau recherche là-dessus et qu'on a des données qui remontent à 25 ans. Sur toutes les parcelles agricoles, hein, sur des milliers de parcelles, ce qui nous permet à la fois d'avoir un regard sur l'évolution temporelle et puis de croiser ça avec les pratiques de façon assez précise. Ça rejoint la question, c'est quoi les leviers, c'est quoi leurs priorités, etc. On pourra en reparler. Mais voilà. Au niveau des indicateurs, donc très important, vous parlez de teneur en matière organique. Chaque agriculteur peut en parler, mais son point de repère, c'est le rapport matière organique-argile. C'est par rapport à la teneur en argile qu'on va savoir si on sort la tête de l'eau ou si on est dans le rouge. Et donc, effectivement, on peut être content d'avoir gagné 1% ou autre, mais ça a été évoqué par Gwendoline Lechal et c'est tout à fait proportionnel à la teneur en argile. Nous, on a
Donc, on travaille sur du 10% jusqu'à 60-70% de teneur en argile. Et on voit très bien qu'un système de culture égale, on reste proportionnel, y compris à 70%. Donc, ce n'est pas si impossible que ça d'avoir du carbone. Par contre, d'avoir le bon rapport matière organique-argile, c'est un défi, sauf dans les sols très sableux. Ça, vous l'avez constaté, évidemment, dans un sol très sableux. Dès qu'on en a mis un tout petit peu, on en a déjà beaucoup par rapport à l'argile, par définition. Voilà. Dans tout le reste, je dirais, dans la gamme 10-15% d'argile jusqu'à 70%, eh ben, on va travailler sur ce rapport matière organique-argile. Alors ça, c'est un indicateur de capacité du sol à encaisser la production et à stabiliser sa qualité au cours du temps. Donc, plus vous allez monter, cette échelle de valeur est maintenant bien définie, 17% de rapport matière organique-argile. Ça peut paraître très élevé pour beaucoup de gens. Ça existe quand même dans beaucoup d'exploitations, notamment en agriculture de conservation. Et c'est simplement le passeport pour sortir la tête de l'eau. Donc 24%, alors là, l'agriculteur avec qui on travaille ouvre de grands. Mais 24%, ça permet, c'est une garantie de qualité au cours du temps, au cours des opérations culturales, qui est la plus élevée. Et puis, quand on passe sous les 12%, je dirais que le terroir français très largement, le terroir suisse aussi très largement est en dessous des 12%, eh bien, c'est la garantie de problème cette fois. Le point été évoqué, la meilleure portance qui survient, la meilleure évacuation de l'eau, etc. Mais voilà, ça, ce n'est pas un miracle, c'est effectivement parce qu'on a sorti la tête de l'eau sur le rapport matière organique-argile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une échelle de valeur. Maintenant, c'est une échelle de valeur. L'argile, la teneur en argile, elle ne va pas changer. Et la teneur en carbone, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais elle va changer sur un rythme, pour les plus rapides, c'est mesurable au bout de 5 ans. Donc, c'est vraiment une porteuse, si vous voulez, c'est la ligne de portance de la qualité. Et puis, autour de ça, ça va fluctuer. Cette qualité, elle va fluctuer d'autant plus largement et de façon d'autant plus pénalisante qu'on va être en bas sur ce rapport matière organique-argile. Donc, on va avoir moins d'ennuis et ces ennuis vont être moins poussés au fur et à mesure qu'on augmente le rapport matière organique-argile. Voilà. Alors, derrière, on peut passer sur pas mal d'indicateurs plus détaillés. Je dis toujours, n'oubliez pas le pH, de grâce, n'oubliez pas le pH. C'est particulièrement dans l'agriculture de conservation des sols. Les gens, à juste titre, sont tellement heureux de l'amélioration qu'ils ont produit qu'ils oublient ces fondamentaux. Je ne compte plus le nombre de fois où un agriculteur me dit « mais je ne comprends pas, là, j'arrive pas, ça ne bouge plus, ça n'avance pas ». pH 4,8, 5,2. Voilà. Donc attention à ça, c'est tout bête, mais voilà, c'est un piège, alors évidemment pas dans les milieux carbonatés. Bref, mais là je vais pas, on rentre vraiment dans du diagnostic de détail après. Les bases sont là. Les bases sont là et les leviers, ça a été dit par Laurent Monnet, oui, on commence avec les couverts. Et puis on pourra peut-être en parler aussi, les couverts végétaux, si on veut les faire, à un moment donné, il faut être en semi-direct. Voilà. Donc on va forcément, si on veut intensifier les couverts végétaux, on va forcément basculer sur l'agriculture de conservation. Et dans les résultats que vous avez obtenus dans toutes les parcelles que vous suivez, est-ce qu'il y a des choses particulières à relever justement sur ces leviers en dehors des deux que vous venez d'évoquer? Est-ce qu'il y a d'autres choses Une chose qui est particulièrement frappante, c'est que vous allez trouver dans la littérature scientifique cette fois, et c'est en station, le fait que labourer le sol, ce n'était pas si grave en termes d'évolution des teneurs en carbone organique. Sur nos parcelles, oui, alors je parle de milliers de parcelles, c'est très grave, c'est-à-dire que c'est complètement anticorrélé avec l'évolution du taux de carbone, premièrement. Et deuxièmement, si on dépasse, si le taux de carbone s'améliore, à la limite, on peut séquestrer du carbone en labourant, si on a d'autres pratiques associées, quand on en a très peu, mais dès qu'on a amélioré, on bloque. Et on bloque bien avant le 17%. Voilà. Et cette contradiction entre ce qu'on peut faire en station de recherche et sur l'exploitation, c'est un très bon exemple que j'aime beaucoup parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui labourent, je pense que les agriculteurs qui écoutent savent ça, si on a travaillé à sécher le sol dans la plupart des écorégions, après une récolte estivale, le couvert, on ne va pas le faire parce que c'est plus la peine si c'est un dérobé, ou on va le faire mais il va être tout maigre en termes de biomasse. Et cette biomasse des couverts, Laurent Monnet l'a évoqué, il faut la booster effectivement. Je vois sur certaines régions, on est tout content quand on atteint 3 tonnes, 4 tonnes de matière sèche hectare. Ici, on va plutôt avoir l'œil sur 5, 6, 8, 10 tonnes. Et ça se fait en exploitation agricole. Je parle toujours d'exploitation agricole, mais c'est extrêmement important. Or, si on a fait du travail du sol avant, ça ne se fait pas. Et du coup, on découvre on-farm, à l'exploitation agricole, qu'on ne séquestre pas de carbone si on n'a pas fait des couverts. Et le corollaire, c'est si on a travaillé le sol, on ne séquestre pas de carbone. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a minéralisé, certainement c'est un effet, on a oxygéné, ouvert le sol et puis on a permis aux micro-organismes de dégrader l'humus en place et les résidus. Mais c'est un des deux effets, mais un effet qui probablement est dominant.
c'est qu'on va en bloquer toute initiative d'avoir des couverts végétaux à forte biomasse. Donc ça, c'est une chose importante. Puis j'évoquerai aussi le fait que dans tout ça, la prairie temporaire dans la rotation a un statut assez ambigu. On a des exploitations à qui ça réestime beaucoup et d'autres pas. Parce que prairie temporaire, c'est analysé en détail, c'est analysé aussi sur l'ensemble du système. Qu'est-ce qu'on fait par ailleurs? Est-ce qu'on matraque le sol? Quelle forme de restitution on a? Donc, c'est poussé, hein, on peut le pousser en avant comme un modèle polyculture élevage, mais on n'a pas quelque chose d'aussi contrasté que l'agriculture de conservation. Alors, l'agriculture de conservation va vraiment nous emmener vers des taux de séquestration élevés. Prairie temporaire et donc polyculture élevage, quand je dis prairie temporaire, en quantité, hein, des séquences de 4 ans, 6 ans dans la rotation, pas forcément. Oui, si on laboure, même si c'est 2 ans sur 10, c'est déjà mauvais. Et puis donc, on peut moins se reposer sur cette pratique-là. Il faut faire attention, ça peut aller avec du matraquage du sol et dans ce cas, des apports plutôt de forme de lisier, par exemple, que de fumier, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui font que le groupe polyculture élevage reste un groupe intéressant du point de vue du carbone, mais pas forcément aussi gagnant que l'ACS. Ok, très bien. Justement, peut-être on vous a interrogé dans la tribune dont vous parliez là sur le livre blanc sur le potentiel de stockage de carbone en agriculture de conservation des sols. Est-ce que au-delà de ce que vous venez de nous présenter là, vous avez d'autres éléments qui rejoignent un peu ce que vous avez mis dans le livre blanc qui peuvent être utiles pour nos auditeurs? Vous parlez des leviers plutôt ou... Le potentiel de stockage, Oui. ouais. Oui, alors le potentiel de séquestration, nous, on l'évalue déjà par rapport au minimum agronomique, c'est-à-dire 17% de rapport matière organique argile. Voilà, à Genève, on est à 10%. Donc déjà, il faut augmenter de 70% pour avoir agronomiquement un sol capable de résister au changement climatique, capable de produire de façon durable, etc. On voit tout de suite, c'est des objectifs très élevés. Hein. Et puis, si on prend le 4 pour 1000 et qu'on prend Genève, 4 pour 1000, au bout de 30 ans de 4 pour 1000, on aura gagné 13%. On veut gagner 70% rapidement. Voilà. Donc, heureusement, en agriculture de conservation, on a des gens qui sont à 10, 20, 30, 40 pour 1000. Et en moyenne, on était à moins 5 pour 1000 à la fin du XXe siècle. On est devenu à peu près neutre en moyenne sur l'ensemble du territoire genevois, sur Vaud aussi, enfin tout autour de l'arc lémanique en 2006-7. En 2012, on avait franchi le 4 pour 1000 et aujourd'hui, on est à 10 pour 1000. Bien qu'il y ait beaucoup de parcelles qui émettent encore. C'est-à-dire qu'on va de moins 40 à plus 40 pour 1000. Mais globalement, ce trend, il est en train de s'exprimer. C'est pour ça que je dis, oui, on sait comment séquestrer, c'est fait, c'est plus une question. Vous avez beaucoup d'articles qui sortent en disant, est-ce qu'on peut seulement faire du 4 pour 1000, voire même stopper la perte de matière organique? Alors, c'est fait, c'est plus une question. Mais maintenant, on voit effectivement que là-dessous se cachent beaucoup de choses dans le détail. Il faut éviter de balancer des grandes généralités en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, regardez chaque système. Nous avons des gens qui sont en agriculture de conservation depuis 15 ans et qui n'ont pas gagné 0,1% de carbone. Voilà. Pourquoi? On retombe sur les résidus exportés, on retombe sur, les pailles par exemple, sur l'absence de fumure organique, on retombe sur principalement les couverts végétaux négligés. Donc, il n'y a pas de cahier des charges obligeant aux moyens et qui garantissent un résultat. Tout à fait.